Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode des bilans d'intersaison et on est au numéro 23 et on va parler aujourd'hui des Washington Commanders. Pour ce faire, je suis d'abord accompagné de PA. Salut PA. Salut Alex, bonjour à toutes et à tous. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un épisode ensemble, hein. Le dernier c'était 4 juillet, donc ça date maintenant. Ouais, c'est vrai, et puis je continue ma tournée des équipes nulles, hein, après avoir fait les Panthers, les Patriots, je fais le triptyque de la presque draft. Donc je suis ravi en tout cas d'être, c'est mon côté stagiaire, je pense, voilà, on met pas la photocopie, on met avec les mauvaises équipes. T'as quand même parlé des Ravens et des Niners, donc globalement ça C'est va. vrai. Et aujourd'hui, on est accueilli pour parler des Commanders par Ryan, aka France LSU, aka Ryan Scoot. Exactement, bonjour tout le monde, salut à vos auditeurs et ouais, on va essayer de faire ça bien. Très cool de t'avoir avec nous. Est-ce que Merci. tu veux te présenter pour nos auditeurs ? Bah écoute, y a pas grand chose à dire, hein. Je suis un petit bonhomme, un petit tocard qui essaye de faire son petit bonhomme de chemin. Donc j'ai rejoint l'aventure des comptes de football universitaire sur Twitter, maintenant appelé X, parce que j'avais envie de le faire. Il y avait un compte LSU qui était déjà là avant et malheureusement, il commençait à devenir vraiment, vraiment inactif sur la saison, je crois, 2020 ou 21. Et donc, j'avais un très bon pote qui est Guillaume, qui tenait France Gators, qui petit à petit m'a présenté aux collègues de la team The Trick Play qui avaient tous un compte. Ils m'ont dit, bah écoute, pourquoi pas te lancer ? Je me suis fait ce compte-là et puis de fil en aiguille, j'ai fini par rejoindre justement l'équipe The Trick Play et enfin, l'année dernière, j'ai fait un compte un petit peu plus orienté scouting, à la fois pour donner mon avis, donc en anglais, en américain, débattre un petit peu avec les gars là-bas qui souvent ont une vision assez différente de nous, mais aussi pour proposer du contenu à la commu française qui a pas forcément le même degré d'implication sur les matchs de football universitaire, mais qui est pourtant hyper passionné par la NFL et la draft et tout ce qui tourne autour. Donc voilà, on essaie un peu de proposer notre vision avec Valentin, de proposer quelque chose de différent, j'ai envie de dire d'un peu plus honnête que parfois certains médias américains qui ont quand même un buzz à faire et ils doivent remplir un petit peu, ils doivent cocher un peu certaines cases sur certains prospects. Souvent, c'est l'impression que ça donne. Nous, on est sans filtre, donc ça peut plaire. Parfois, ça plaît un petit peu moins, mais en tout cas, on le fait toujours avec la plus grande honnêteté possible. Et voilà. Donc toi, du coup, c'est Ryan Scoot et Valentin, c'est Scoot C'est Valentin. C'est ça, exactement. On a fait une petite inversion pour que ce soit plus facile, qu'il n'y ait pas de soucis. Et donc, ouais, j'ai l'impression que les gens le retiennent bien comme ça, le fait que ce soit inversé à chaque fois. Donc, ouais, exactement. Au pire, comme ça, t'en as un des deux. Et Et- Scoot Ryan, faut voir où ça nous amène, quoi. Exactement. Et après, de toute façon, généralement, le deuxième compte est jamais loin. On se RT, on se like mutuellement. On essaye de se donner aussi de la force parce que c'est pas forcément facile dans cette petite commune française et souvent on est un petit peu décrié pour nos avis à l'instant T. Donc ouais, voilà. Généralement, les deux comptes gravitent l'un autour de l'autre. Mais en tout cas, je sais que je vais parler au nom de Jérôme au moins et sûrement d'autres personnes au sein de l'équipe. C'est top le taf que vous faites. Nous, ça nous aide beaucoup parce qu'on regarde, on n'est pas, enfin en tout cas, Jérôme et moi. Après, au sein de l'équipe, je vais pas parler pour tout le monde, mais on regarde pas énormément le football universitaire et d'avoir un peu au moment de la draft les fiches que vous faites, c'est top. Donc, on en a beaucoup parlé lors des épisodes précédents de tout le taf que vous faisiez et notamment de toi et Valentin. Donc, c'est cool d'avoir un de vous deux pour en parler aujourd'hui. Pas de souci, merci beaucoup les gars, merci pour l'invitation et suivez. Franchement, je vous dis, hein, nous ça nous va droit au cœur à chaque fois quand on entend un petit peu les retours de la commu FR parce que c'est justement c'est le point qui fait qu'on a monté le truc un petit peu avec Val et avec The Trick Play, donc ça nous va toujours droit au cœur et c'est pour vous qu'on le fait les gars. Il y a vous et d'autres et même nous, j'ai envie de dire. Donc franchement, un grand merci. Cet épisode sortira le 18 juillet, donc au moment où vous écoutez l'épisode, on est à un jour du lancement de EA College Football 25 sur toutes les consoles, mais je crois surtout sur Non, les dernières générations, PS5 que et Xbox, PS5 et Xbox. la C'est ça. dernière Xbox. Ouais.
Donc autant dire que c'est la dernière année où je connais rien au foot universitaire. Et voilà, donc j'ai très hâte. Il y a le bundle avec Madden 25 si tu veux. Non, c'est bon, merci. J'ai déjà Madden 18. J'ai déjà Madden 18, ça ira. C'est bon, tu peux télécharger les listes faites par la communauté pour avoir les derniers joueurs. C'est un peu... Je pense que ça suffira largement. Donc voilà. On va pouvoir parler aujourd'hui du coup des Washington Commanders. On va faire la même trame que lors de tous les épisodes. On va parler de la saison 2023. Ensuite, on va faire un cap sur l'intersaison, voir le cap disponible. Il y avait beaucoup d'argent. Les différents besoins, il y avait beaucoup de besoins. Free agency, draft. Et ensuite se projeter sur la saison 2024. Pour la saison 2023, vous avez terminé en 4-13. Une saison qui a mieux démarré qu'elle n'a fini. Puisque vous avez démarré en 2-0 et fini en 0-8 sur les 8 derniers matchs. Je vais te laisser la main d'abord, PA. Comme d'habitude, regard extérieur, saison des Commanders. T'en as pensé quoi de ton côté? Bah, t'as bien résumé, ils ont plutôt bien commencé. Ils étaient sur un bilan de 4 victoires, 5 défaites sur les 9 premiers matchs. Et puis, on ne sait pas trop pourquoi. Avant la trade deadline, ils ont décidé de tout bazarder. Ils ont tradé Chase Young, ils ont tradé Sweat. Et à partir de là, en fait, tout a chuté. Comme tu disais, 8 défaites de suite, 7 matchs sur les 9 derniers où ils mettent 20 points au moins. C'est vrai qu'on a souvent dit que Howell a fait une bonne saison, et ce qui est relativement vrai dans l'absolu. Mais du coup, c'est vrai que sur la deuxième partie de saison, l'attaque n'avançait plus. On disait bilan de 4-5 sur 9 premiers matchs. Il y a eu un match vraiment un couteau tiré contre les Eagles en semaine 4 qui va jusqu'en prolongation. Et là, on s'est dit, waouh, les Commanders sont vraiment à prendre au sérieux. Ils sont certes à 2-2 à cause de cette défaite-là, mais on voyait du positif, on voyait du bon. Ils avaient intégré Bignemi en coordinateur offensif, on voyait déjà sa patte, on voyait que le sentiment de voir un petit peu ce qu'il proposait avec les Chiefs, avec une attaque différente quand même. C'est pas Patrick Mahomes qui était derrière la ligne des Commanders, mais ouais, on sait pas trop ce qui s'est passé. Est-ce qu'ils se sont sabordés eux-mêmes volontairement dans le sens où ils ont tradé 2 de leurs meilleurs défenseurs. Du coup, c'était un peu incompréhensible, même s'ils voulaient pas les payer. Et après, tout a chuté, donc. Dommage pour eux, je pense que la fin de saison a dû être extrêmement longue pour les supporters, les fans et tout le monde. Finir la saison sur un 0-8, ouais, faut être motivé tous les dimanches pour se dire allez, je regarde mon équipe, quoi. Ryan, c'est un peu le sentiment que tu avais en cette fin de saison et globalement sur la saison? J'ai envie de te dire oui et non. Oui, dans le sens où ouais, forcément au bout d'un moment, quand tu passes un certain cap, désolé pour les mots, mais ouais, ça fait plus bander. Donc ouais, t'es un petit peu en train de t'ouvrir les veines chaque semaine, mais en même temps, j'ai envie de te dire non parce que c'est un petit peu une catastrophe annoncée. Tu vois, avant le début de saison, j'avais envie de te dire on était déjà limite sur une optique de se dire on va encore faire une saison au bilan neutre. Donc ouais, les premières semaines ont été sympathiques. Effectivement, il y avait un petit côté vent frais avec ce que nous a apporté Bieniemy. Il y avait le petit côté Samuel. On était enfin impatient de le voir lancer dans le grand bain. T'as tout ton effectif qui est au complet. Il y a un petit peu une espèce de hype qui se crée après les 2 premières victoires. Mais il y a déjà un truc qui sentait très mauvais, c'était cette ligne offensive. Et comme je te dis, c'est des choses auxquelles les fans de Washington s'attendaient un petit peu, c'est-à-dire qu'on le savait, on savait qu'il y avait un souci de ligne offensive, tu savais que tu avais une escouade de linebackers qui était pitoyable et pour ne pas dire l'une des pires de la ligue, voire peut-être même la pire de la ligue. Et en fait, passer ces deux premières victoires, on retombe dans les travers de Washington, c'est-à-dire on a un coaching avec Ron Rivera qui est juste dépassé, qui est obsolète. On se chie dessus, on n'ose pas prendre de risques. À côté de ça, tu avais un Bieniemy qui justement tombait dans la caricature. Moi, j'adorais Eric Bieniemy. Comme tu dis, il a apporté vraiment un petit côté sans frais. Il a essayé de moderniser un peu le truc, mais en fait, il est tombé dans la caricature où plus les matchs avançaient et plus tu voyais un espèce de jeu stéréotypé à la passe, alors que c'est assez con dans le sens où tu avais Brian Robinson qui, franchement, est un très bon running back, mais il essayait même pas. Et en fait, derrière, c'est un cercle vicieux, c'est-à-dire que tu n'as pas de ligne offensive. Tu as un quarterback que moi, je considère quasiment comme rookie, parce que finalement, c'était sa première année de titulaire.
Et c'est une catastrophe annoncée. Tu lui envoyais, je crois qu'il y avait des graphiques à un moment de la saison, à la mi-saison, où Bieniemy envoyait 80% de passes. Donc en fait, tu n'aides en rien ce gamin à se développer. Sur ses schémas de jeu, Bieniemy avait beaucoup de jeux de passes qui mettaient beaucoup de temps à se développer parce que justement, il sortait des Chiefs où tu avais un mec comme Pat Mahomes qui était capable de te faire gagner du temps. Samuel, vous l'avez dit, c'est pas Patrick Mahomes. Et donc petit à petit, on a vu la descente aux enfers arriver. On s'est juste dit, en fait, comme d'habitude. Et en fait, avant même le début de saison, on était en mode, ouais, c'était sûr, quoi. C'était sûr. Et après, il y a les blessures. Et après, il y a cette ligne offensive qui est de pire en pire parce qu'elle devient moins bonne à cause justement de ces petites blessures. Il y a effectivement ce passage de la trade deadline où on a tout le monde qui part, et notamment pour moi, Montez Sweat, qui est pareil, ça faisait déjà plusieurs saisons que je disais, avant même la re-signature de Daron Payne l'an dernier, que pour moi, il fallait re-signer un des deux DT et un des deux edge, parce qu'on sait la difficulté que c'est de trouver un edge dans cette ligue. Et je pense que si statistiquement Montez Sweat ne fait pas partie des menaces les plus importantes au poste de edge, ça restait quand même un mec extrêmement solide, et je pense qu'on se rend pas compte de ce qu'il pouvait apporter. Et malheureusement, c'est le premier à être trade, et derrière en plus on trade Chase Young, et voilà quoi. Donc quand tu te retrouves avec une paire de edge qui dans pas mal d'équipes serait peut-être l'équipe C, toi tu te retrouves, c'était titulaire. Comme je vous l'ai dit, t'avais cette escouade de linebacker qui était absolument putride. T'avais le choix d'Emmanuel Forbes, mais là on va pas revenir jusqu'à la draft de l'année dernière. Mais donc voilà, tu te retrouves avec en fait Emmanuel Forbes en cornerback 2 qui se fait allumer par la plupart des équipes en fait, et donc c'est compliqué, c'est tout de suite compliqué, et comme je vous dis en fait derrière tu possèdes pas cette attaque qui est capable d'aller t'en mettre 40 toutes les semaines quoi, à cause de cette ligne offensive absolument éclatée et du fait que elle est trop prévisible, et ça te donne une saison en 4-13. Et Montez Sweat, on a vu son impact quand il est allé aux Bears. La défense des Bears, elle a été transformée, mais réellement. C'est-à-dire qu'il y a des données chiffrées qui montrent que Montez Sweat, statistiquement, il faisait déjà du taf chez les Commanders. Il était à 6 sacs et demi à la mi-saison. Mais oui, quand il est allé aux Bears, on a vu tout de suite l'impact pour l'équipe, et les Bears, ils ont fini fort. L'émission est sortie il n'y a pas très longtemps. Là, on enregistre le 12, donc il y a 2 jours, il me semble. Voilà, le gars des Bears, il en a parlé. Il y a eu quelque chose à la mi-saison où les Bears se sont réveillés. Après, il y a eu aussi l'attaque des Bears, mais défensivement, on a vu qu'il y avait un avant et un après Sweat, et pour les Commanders, c'était l'inverse, tout simplement. Les Bears finissent en 5-3 quand vous finissez en 0-8. Donc, mais vous prêchez un convaincu, là, c'est pour le coup, c'est comme je te dis, c'est quelque chose qui se ressent peut-être pas forcément dans les stats. On sait que maintenant tout le monde tourne autour de si tu fais pas 10 sacs, t'es pas une menace sur l'edge. Mais justement, si, parce que Montez Sweat, souvent il se faisait double team, ça libérait aussi nos 2 defensive tackles. C'est fou, mais une fois que Sweat est parti, regardez les différences de pression de nos DT entre cette saison, la saison dernière. Enfin, il y a plein de trucs, comme tu dis, qui sont chiffrés, mais c'est pas les stats, tu vois, avec les paillettes. Tu vois, c'est pas ça qui intéresse les gens, mais vous prêchez un convaincu. Pour moi, c'était une des re-signatures les plus importantes à faire. On l'a pas fait. On a choisi de signer notre defensive tackle 2. Mais voilà quoi. Ron Rivera, magnifique. Et aujourd'hui, on va payer les pots cassés. Il faut retrouver un edge rusher, et on repart de zéro quoi. On va pouvoir en parler avec cette intersaison. Vous aviez 91 millions de dollars de salary cap avant le début de l'intersaison. J'imagine qu'il y avait beaucoup de besoins. Tu as parlé de la ligne offensive, tu as parlé de ligne défensive également. Toi, tu aurais aimé, sans parler nécessairement de ce qui a été fait, mais avant l'off-season, tu te voyais prioriser quoi comme type de poste? Tout à la draft ou à la free agency? Free agency d'abord, et ensuite la draft, parce que la draft, on savait qu'il allait avoir un QB, on va dire, au premier choix. Mais après, en free agency, qu'est-ce que tu aurais aimé voir? Free agency, il me semble, pour pas te dire de bêtises, qu'à l'époque, je voulais surtout choper du linebacker parce qu'il y avait 2-3 jolis noms. Et il me semble que en tête de liste, j'avais un mec comme Patrick Quinn sur qui ça m'aurait pas dérangé d'aller mettre un bon billet. Donc je voulais prioriser vraiment linebacker, qui, comme je vous l'ai dit, pour moi, c'était une des escouades horribles depuis trop d'années. Et donc ouais, je voulais linebacker, et il me semble, si je te dis pas de conneries, peut-être DB.
et cornerback plus en priorité. Et je me voyais bien reconstruire la O-line via la draft. Mais donc vraiment, ouais, pour moi, les plus gros needs, c'était O-line, linebacker, DB. Et donc, ouais, je voulais prioriser sur la free agency DB et les LB et O-line plutôt à la draft. Très clair. Au final, on en parlera. Ouais, t'inquiète. On va en reparler, ouais. On va commencer avec la free agency. On parlait de offensive line. Je vais pouvoir te lancer là-dessus, PA. Toi, c'est les recrues que tu as aimé lors de cette free agency des Commanders. Oui, j'ai bien aimé le duo Allegretti et Biadas, parce que c'était un besoin, on l'a dit, la ligne offensive a été cataclysmique, 65 sacs concédés l'année dernière, c'est juste énorme, enfin voilà. Et le pauvre Robinson qui fait quand même plus de 700 yards derrière une ligne comme ça, effectivement, comme l'a dit Ryan, ouais, c'est un bon running back, clairement. Ça a été adressé, effectivement, en tout cas sur l'intérieur de la ligne, je trouve que ça s'est renforcé et que c'est plutôt cohérent. Et j'ai bien aimé aussi la signature de Frankie Louvu. C'est un linebacker que j'apprécie beaucoup. Ça va pas compenser toutes les errances dans le domaine aérien, mais au moins sur le jeu de course, ça renforce. Donc voilà, ça a été le poste de linebacker ou la ligne de linebacker, en tout cas, a été considéré. J'aime bien la signature de Mariota, voilà, OL, il a été tradé vers les Seahawks. Ils prennent un QB vétéran pour encadrer le choix de draft. Pourquoi pas. Mais voilà, offensivement, c'est plutôt bien ce qu'ils ont fait, en tout cas, pour protéger leur future pépite et puis rajouter quelques pièces. J'étais très surpris, moi, de l'âge de Mariota lorsque j'ai vu qu'il avait que 31 ans. J'ai l'impression qu'il est backup dans la ligue depuis 6 ans. Peut-être c'est le cas. Et je sais pas, j'étais surpris qu'il ait que 31 ans. Mais j'aime bien sa signature, pareil que pour les mêmes raisons que tu as dit. Donc je vais pas nécessairement les répéter. De ton côté, Ryan, est-ce que tu as des signatures, même si elles ont déjà été énoncées, que tu as bien aimées? Ouais, moi, gros coup de cœur sur les squads de linebacker. Je t'avoue qu'on n'a pas trop parlé de l'arrivée justement de Dan Quinn, qui était pour moi pas la meilleure des idées, mais au moins il a su apporter ce côté-là de redevenir attractif pour certains noms en free agency défensif. Et ouais, pour le coup, je l'ai clairement validé. Je pense que l'arrivée effectivement d'un Frankie Louvu, pareil, je pense que c'est un joueur qui est extrêmement sous-coté parce qu'on voit quand il est en bonne santé et sur le terrain. Pour moi, c'est l'un des meilleurs linebackers, au moins pour défendre la course de toute la ligue. J'ai pas peur de le dire, et s'il faut, avec preuve à l'appui. Un mec comme Bobby Wagner qu'on annonçait comme vidé, rincé au bout du rouleau, bah il se trouve que l'année dernière finalement il fait peut-être une des meilleures saisons statistiques de sa carrière. Et pour moi, l'importance de ce mec-là, pour ne serait-ce que par son aura, par le QI football qu'il peut apporter à des joueurs un petit peu plus jeunes, c'est des trucs qui sont j'ai plus le terme français, mais Des intangibles. Ouais, exactement. C'est un apport sur lequel on va peut-être pas pouvoir mettre le doigt tout de suite, mais vraiment, c'est très important. Peut-être même potentiellement sur de l'après-carrière, sur un poste d'assistant, coach linebacker. On ne sait pas ce qui peut se passer. Mais donc, ouais, ces deux signatures-là, je les ai survalidées. On a Tyler Biadas aussi, qui, même si c'est un joueur qui, ces derniers temps, se blessait un petit peu, je pense que c'est une vraie plus-value sur notre O-line à l'intérieur. Donc ouais, vraiment, si je devais ressortir 3 signatures qui vraiment m'ont hypé, c'est celle-ci. Et je vous dis vraiment, passer d'une paire de linebackers, David Mayo et Jamin Davis, à potentiellement Bobby Wagner, Frankie Louvu. Ouais, effectivement, je me suis réveillé le lendemain matin, j'avais le smile. Je vais pas te mentir, j'avais le smile. Très bien. Moi j'ai un nom, mais bon, évidemment ça fait plus bling bling, mais je veux juste en parler. Moi, l'arrivée d'Austin Ekeler, j'aime bien, puisque je trouve que ça complémente bien Brian Robinson. Je trouve que c'est un Antonio Gibson bien meilleur. Je pense que dans ce rôle-là de complément, Austin Ekeler il peut exceller. Je pense pas que ce soit le running back qu'on a vu aux Chargers qui prend quasi tous les ballons, toutes les passes et qui met 20 touchdowns sur 2 saisons consécutives, mais je pense qu'il peut aider notamment en red et end zone pour un peu diversifier le jeu. On sait que, comment il s'appelle, Jaden Daniels, il va sûrement courir
à la end zone, mais du coup ça pourra faire une bonne option de trick play. Tu me permettras le jeu de mots, Ryan, mais pour un peu perturber les défenses, parce qu'il y a eu le départ, et on pourra en parler plus tard, mais de Logan Thomas qui je trouve apportait cette menace en end zone qui était intéressante. Et voilà, même si... attends, faut juste que je le retrouve, mon ami Logan, qui est parti aux Niners. On en avait parlé lors de l'épisode des Niners. Voilà, donc je trouve que cette signature d'Antonio Gibson cumulée, n'importe quoi, d'Austin Eckler cumulée au départ d'Antonio Gibson, je trouve que c'est un bon up qui pour au final quasiment le même prix. Donc t'as un mec qui est vétéran aussi, qui peut apporter quelque chose, et pareil, dans les intangibles que Ryan soulignait, je trouve que c'est intéressant également. Je sais pas votre avis là-dessus. Ah si, moi je suis complètement d'accord avec toi. En fait, le truc c'est qu'au début, quand on parlait de l'arrivée d'Austin Eckler, honnêtement, je m'attendais à ce qu'un gros chèque en fait soit posé sur lui, malgré le fait que ce soit un running back. Quand je dis gros chèque, je me comprends, hein, je voyais pas un 100 millions, hein, mais qu'on s'entende, mais voilà, ça restait un des gros noms, je pense, de ces dernières années, donc j'étais un petit peu réticent, mais quand j'ai vu finalement qu'on l'a signé pour vraiment peu cher, bah, je suis du même avis que toi. J'attendais de voir un petit peu aussi l'utilisation qui allait en être faite, parce que quand t'as un gars comme Brian Robinson, ça serait con de pas l'utiliser, parce que c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Mais ouais, effectivement, si on part sur un comité de running back avec une bonne utilisation mixée des deux, bah ouais, c'est que du plus, quoi. Autant, ouais, t'as Austin Eckler qui arrive dans ton équipe, t'es content. Surtout au bon prix, tu vois. Ouais. Autre chose en positif sur cette intersaison, ou est-ce qu'on va attaquer un peu de négatif là sur des arrivées ou des départs qu'on n'a pas aimés? Sur l'intersaison en positif, non, je pense que moi de mon côté je pense que j'ai fait le tour là sur la free agency en tout cas. Ouais, pareil PA. Hâte d'aller sur le côté négatif de la free agency. Eh ben fonce, vas-y, c'est pour toi, fais-toi plaisir. Il y a beaucoup de choses à en dire. Je suis pas du tout fan de l'arrivée de tous les edge qui ont été pris, donc Ferrell, Armstrong et le troisième Fowler. Ouais, c'est pas parce que tu prends 3 joueurs moyens que ça te fait un bon edge en fait. Tu peux pas les associer ensemble. Ça te fait une rotation, mais ça reste des joueurs moyens. Et c'est vrai que quand tu perds Sweat et Young remplacés par eux, ça fait un peu peur. Pour mettre la pression, je vais pas le cacher. L'année dernière, en termes de sacs, ils font 39 sacs, en sachant que Sweat et Young étaient déjà à plus de 11 en cumulé tous les deux. Donc en fait, tu soustrais ça finalement à l'équipe qui est actuellement. Bah, c'est une des pires de la ligue en termes de pression, en termes de sacs. Donc, là-dessus, je suis pas ultra fan. Et ça, je reviendrai aussi avec la draft. Mais je trouve qu'il manque de joueurs élites, en fait. À partir du moment où tu as un cap space qui est de 80 à 90 millions, essaye de tenter un coup. Je pense par exemple sur le poste de corner à L'Ajarius Need. Essaye de l'attraper, essaye de le prendre. Tu savais qu'il était sur le marché, moyennant un tour de draft ou deux. On verra après, mais les Commanders avaient beaucoup de tours de draft. Essaye d'aller le prendre et tu lui offres un gros contrat. On a vu. L'un des défauts des Commanders l'année dernière, c'était la défense aérienne. Donc le backfield, essaye de le considérer ou essaye de mettre des joueurs d'impact immédiat. Et c'est là où je dis qu'après on ira sur la draft, mais les joueurs qui ont été choisis les dernières années ne font pas l'affaire. Donc à partir du moment où tu vois que tes scouts ne font pas l'affaire ou que tu as du mal à drafter des bons cornerbacks ou des cornerbacks d'impalte, et bah, essaye à la free agency d'en avoir un. Essaye d'avoir un mec élite parce que tu sais que tu n'arrives pas à la draft en fait. Tu as beau essayer pendant 2-3 ans, tu vois que ça ne fonctionne pas, tente autre chose. Sur les postes de safety, moi j'aime bien Jeremy Shinn en tant que joueur, mais c'est pareil, il va venir sur le jeu de course, il va pas aider contre la passe. On en a discuté avec Franz lorsqu'on a fait le débrief des Panthers, c'est ce qu'il nous a dit aussi, c'est un mec qui est fort contre la course, mais ça contre la passe il se fait ouvrir. Donc en fait cette partie-là de la défense n'a pas du tout été considérée, donc il va pas y avoir de pression parce que les edges sont pour moi moyens plus. Et les DB restent moyens / mauvais en fait. Donc c'est juste dommage. Donc c'est cool. La ligne de linebacker a été considérée très bien. Et encore, ça a été considéré sur le jeu de course parce que Bobby Wagner pour le jeu de passe, il est cramé en fait. Donc il est bon pour le jeu de course, ça va être chouette. Et comme on a dit, tout ce qu'il va apporter dans le vestiaire, ça va être énorme pour cette équipe jeune. Mais sur le jeu aérien, il va rien apporter du tout. Ça va être même un petit poids pour les Commanders. Donc, en fait,
on sort de la free agency en ayant toujours peur pour les Commanders sur l'année prochaine, sur le nombre de yards qu'ils vont se prendre, sur le nombre de TD à la passe qu'ils vont se prendre, quoi. Et je trouve ça dommage parce qu'avec un cap space aussi important, il faut le considérer. Et pour la dernière petite pointe, ils ont pas re-signé Joe Sly, ils ont préféré prendre McManus, qui est du coup cut parce qu'il a eu des problèmes judiciaires, agression, je sais plus ce que j'ai lu. Après voilà, ils peuvent rien, enfin en tout cas ils allaient pas sans douter, mais ça rajoute une pierre sur le fait que il y a des choses qui ont été mal faites, mal négociées, quoi. Et bon bah ça, le front office y est pour rien, mais malheureusement il se retrouve sans kicker actuellement, quoi. Ryan? Oh bah, écoute, je suis assez d'accord avec le constat qui est fait. Si je pourrais même rajouter une petite balle sur l'ambulance, c'est que le pire du pire, c'est que tu avais déjà des joueurs qui étaient quand même, je pense, bons et qui n'étaient pas mis dans les meilleures dispositions possibles la saison dernière sur ce secondary. Je pense notamment à un Cameron Curl. Tu vois, franchement, j'aurais préféré signer un Cameron Curl qu'aller chercher un Jeremy Shinn, surtout que là, comme tu l'as dit, c'est un joueur qui est très bon contre la course. Or, ça, tu l'as déjà dans ton effectif avec des mecs comme Jeremy Reeves, qui est un spécialiste des jeux en équipe spéciale. Donc, on sait l'apport qu'il peut avoir en fait dans le trafic, dans la boîte. T'as un mec comme Darrick Forrest qui commençait à se révéler. Je suis pas en train de te dire que c'était un des tops de la ligue, mais je pense que le travail que Shinn fait, Forrest était en capacité de le faire. Donc, ouais, plutôt que de dépenser de l'argent sur Jeremy Shinn, je préfère aller sur un profil plus jeune, un petit peu plus hybride, qui est déjà dans ton équipe, qui est apprécié par les fans, qui connaît la maison, en fait, tu vois, qui a déjà ses automatismes avec les joueurs à côté de lui, et garder un mec comme Cameron Curl, qui pour moi, pareil, dans le genre très sous-coté, je pense qu'il se pose là, et il y a moyen que d'ailleurs, il commence à prendre un petit peu de valeur avec Sean McVay. On verra, seul l'avenir nous le dira, mais j'ai ma petite idée là-dessus. Mais voilà, t'avais des noms comme ça qui étaient déjà dans les bureaux, quoi. Et je trouve ça dommage de choisir de ne pas payer ces gars-là pour aller payer d'autres gens. T'avais un gars comme Kendall Fuller aussi qui, pareil, je pense, n'était pas mis dans les meilleures conditions avec les schémas défensifs de Ron Rivera. Il a déjà prouvé par le passé qu'il pouvait être vraiment plus impactant que ça. Donc pareil, garde les gars qui sont chez toi, en fait, et qui ont déjà une forte appartenance à cette équipe, surtout que c'est sur des positions qui justement nécessitent d'avoir déjà du renfort. En fait, tu non content de ne pas t'améliorer, de ne pas renforcer une escouade qui est déjà faible, tu acceptes de l'affaiblir, et je trouve ça un petit peu dommage. Pour revenir un petit peu sur les edge, je suis totalement d'accord. Je suis d'accord à 4000%. J'émettrais juste un petit doute sur Armstrong. Je pense que je vais attendre de voir. C'est peut-être un joueur qui pourrait se révéler en tant que titulaire, mais alors les autres, c'est pareil. Quand on signe Clelin Ferrell et Dante Fowler, moi dans ma tête, je me dis surtout que c'est fait pour de la rotation et que Dan Quinn va aller essayer de nous choper un petit nom à la draft. Bah en fait, je m'aperçois aujourd'hui que c'est absolument pas le cas. Donc on va vraiment partir avec soit Ferrell, soit Fowler titulaire, et ouais, à ce moment-là, ouais, je commence à me poser des vraies questions. Donc on verra, mais ouais, effectivement, s'il y a eu du bon, il y a aussi eu du moins bon sur cette intersaison. Un autre nom où moi je m'arrache les cheveux, c'est Zach Ertz, où jusqu'à présent je comprends pas. Pareil, on parle du fait que ce soit un vétéran et qu'il ait eu des belles années. Ouais, mais les gars, je suis désolé, Zach Ertz, là, ça va faire 2-3 ans que le mec est incapable de faire des demi-saisons. Le mec, quand il joue, il est sous antidouleur constant. Le mec, c'est une pharmacie ambulante. Au contrat vétéran, il a même pas réussi à choper une place dans une équipe en tant que ring chaser. Je veux dire, au bout d'un moment, si on part avec Hurts titulaire, bah génial, mais pour combien de matchs, quoi? Je vais te dire un truc sur Zach Ertz. Là où je regarde un peu les différents moves de la free agency, ils l'ont même pas mis. C'est pour te dire. Et pourtant, ils ont beaucoup de tight end dessus. Il n'y a pas Zach Ertz. Il est même plus là. Du coup, je m'étais dit, peut-être Enfin, je me posais pas la question, tu vois, Ouais, non, donc c'est pour te dire, tu vois. Ah ouais, ok. Surprenant. Ouais, moi, il y a certains moves aussi qui me font poser des questions. Mais donc voilà, il y a eu du bon, il y a aussi du moins bon. Et je pense effectivement que ce sera à prendre en compte sur le fait de ne pas nous voir trop beau la saison prochaine. Je pense qu'il y a encore du boulot et il y a encore des sacrés trous dans cette équipe.
Ouais, moi je suis un peu perturbé par les trois. Vous en avez parlé un peu pour d'autres raisons, mais Fowler, Armstrong, Igbinoghene et Biadias, les quatre qui arrivent des Cowboys pour suivre Dan Quinn, je suis perplexe. Je sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose quand t'as ton defensive coordinator qui amène trois gars qu'il connaît très bien, mais qui sont pas non plus des joueurs élite à leur poste. Notamment Igbinoghene que j'ai une désaffection absolument particulière en tant que ex-fan, en tant que fan des Dolphins. Donc ouais, j'ai un peu du mal avec ce genre de pratique, on va dire. J'arrive pas à savoir comment. Enfin, l'intérêt, je le comprends pour Biadas notamment, c'est un vrai besoin. Armstrong, Fowler, tu les connais. C'est pas comme si tu les connaissais pas. Pourquoi tu prends deux prends le meilleur ou celui qui te rapporte le mieux. Tu vas rien découvrir de plus en prenant les deux, à moins que tu penses à les faire démarrer, et auquel cas, comme tu disais Ryan, attention si tu démarres les deux. Donc voilà. Mais après, enfin, j'en ai l'impression, tu vois, en prenant un profil comme Jeremy Shinn en safety, qui veut reproduire ce qu'il faisait quand Dan Quinn, pardon, je l'ai pas précisé, que Dan Quinn veut reproduire ce qu'il faisait quand il était head coach des Falcons. Les Falcons, c'était une secondary très jeune et à impact, vraiment à impact, avec des safety qui n'hésitaient pas à aller taper dans la boîte. Donc j'ai l'impression qu'il veut refaire ça avec les Commanders. C'est l'impression que j'en ai en tout cas sur le choix des joueurs. Bah, c'est marrant que tu dis ça parce que justement, moi, ça me fait aussi penser à ça quand tu regardes les cornerbacks, où j'ai l'impression de retrouver un petit peu le profil de ce qui se fait là ces dernières années au Cowboys. C'est-à-dire que finalement, quand tu regardes les profils, tu as beaucoup de joueurs qui ont un potentiel turnover assez important, tu vois, qui vont être des game changers dans ce sens-là, mais qui vont par contre se prendre des valises de yards. Et je pense que c'est vers ce à quoi on se dirige, tu vois. Sur des safety vraiment à impact qui vont venir cogner tout ce qui bouge, des mecs un petit peu plus typés couverture et qui vont aller essayer de faire des turnovers, mais qui par contre risquent de se manger pas mal de yards parce qu'ils jouent de manière un petit peu trop agressive. Donc à voir. Encore une fois, l'avenir nous dira si c'est un bon move ou pas. On verra. Très bien, on va pouvoir se diriger tranquillement vers la draft du coup. Et on va faire comme d'habitude, on va énoncer les différents pics, beaucoup de pics sur les 2 premiers jours. Avec au pic numéro 2, vous récupérez Jaden Daniels, QB de LSU. Tu vas pouvoir nous parler en long, en large et en travers, j'imagine, du joueur. Au 2e tour, vous prenez d'abord Jerzen Newton au pic 36, defensive tackle d'Illinois. Ensuite, Mike Sainristil, cornerback de Michigan au pic 50. Et ensuite, Ben Sinnott, tight end de Kansas State au pic 53. Au 3e tour, Brandon Coleman, offensive tackle au pic 67, et Luke McCaffrey, receveur au pic 100. Et enfin, 5e tour, vous prenez Jordan Magee, linebacker de Temple, Dominic Hampton, safety de Washington, et au 7e tour, vous finissez par Javonte Jean-Baptiste, defensive end de Notre-Dame. On va commencer par parler j'imagine, de Jaden Daniels, parce que ça va être ton sujet primaire, on va dire. LSU, fan des Commanders, là vraiment tu nous as fait une autoroute pour Jaden Daniels. Qu'est-ce que t'en penses toi de ce joueur, Ryan ? Pour le coup, j'ai je pense, bien milité pour le joueur et à raison. Je suis complètement, alors je le dis déjà d'abord pour vos auditeurs, je suis complètement biaisé. J'ai pu voir Jaden 2 ans. J'ai pu voir les progrès qu'il a pu faire, qui se terminent vraiment en apothéose, puisqu'il est à la tête d'une des meilleures offenses du college football l'an dernier. Il termine auréolé d'un titre de Heisman, qui est, si vous voulez, l'équivalent un petit peu du MVP pour la NFL. Il a affolé les compteurs statistiques. Il a eu des actions absolument highlight. Et en fait, t'as tout qui se brode autour de ça. Donc ouais, effectivement, s'il y a bien un sujet de discussion sur la draft, en particulier, ce sera lui. C'est-à-dire qu'on est sur un poste star qui a brillé en collège dans une équipe qui, je pense, en termes marketing, a été assez importante et assez médiatisée ces dernières années grâce aux receveurs qu'ils ont sortis, donc LSU. Donc ouais, il y a vraiment beaucoup de bling-bling. C'est un choix du top 3. En l'occurrence, là, c'est le 2e pick de la draft. C'est 2e ou 3e, je sais plus exactement, 2e. Donc ouais, bien sûr, là, c'est... En fait, tout le monde s'attend déjà à voir l'explosion d'un Jaden Daniels. Tout le monde en rêve. Il a ce profil de quarterback double menace qui est aussi dangereux avec ses jambes qu'avec son bras. Donc, première chose à dire, je pense, c'est déjà tempérer un petit peu vos attentes. Calmons-nous un petit peu.
Je le dis, je le répète, pour n'importe quel profil, même les gars les plus près, et là en l'occurrence je parle aussi d'un gars que je connais bien parce que aucun meilleur exemple que Joe Burrow me vient en tête, mais tous les QB, absolument tous les QB, aussi forts soient-ils en sortie de college football, selon moi, doivent s'asseoir pendant une période donnée. X temps, parce que la NFL, c'est très, très, très différent en termes de stratégie, en termes de lecture, en termes de choses à analyser. Le jeu va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite qu'en college football, et c'est le meilleur moyen de cramer un de tes jeunes, c'est de le lancer trop tôt. Je pense que pour ça, vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure, Mariota va être extrêmement important. J'aimerais que Mariota starte la saison, pour tout vous dire, pendant quelques matchs, et voir déjà ce qu'il est capable de faire. S'il est capable de nous maintenir à bilan neutre à la mi-saison, je serais même prêt pour laisser Jayden assis toute la saison. Ça n'arrivera pas, je vous le dis, hein, quand vous claquez un top 2, en plus les fans vont gueuler pour qu'il joue. Il y a le côté joueur qui est un petit peu âgé parce que Jayden a 24 ans, donc j'y crois pas une seule seconde. Hein. Je pense que Jayden va starter très vite dans la saison, mais ce n'est que mon avis. Mais ouais, juste ce pic-là, en fait, te fait rêver. Te fait rêver. Si là, t'es fan de Washington, tu ne peux que rêver quand tu vois le joueur, quand tu imagines un petit peu son duo, le duo qu'il pourrait faire avec un Terry McLaurin si la mayonnaise prend, bah ouais, tu peux que rêver. Tout à l'heure, vous avez parlé aussi du fait qu'en red zone, il sera capable d'aller chercher des TD avec les jambes. Ça te rajoute une dimension un petit peu plus dangereuse à ton attaque. Est-ce que c'est lui qui va courir? Est-ce que c'est le running back qui court? Est-ce qu'il faut couvrir les tight ends? Est-ce qu'il faut couvrir Terry McLaurin? Ça, je pense que ça peut vraiment aider notre offense à repartir. Je pense que si la ligne offensive est toujours un petit peu en galère, et je pense que ce sera le cas, le fait d'avoir un mec aussi bon avec ses jambes, ça pourra aussi t'aider parce qu'il sera capable parfois d'improviser des jeux. Il le faisait très bien en college football. Donc ouais, franchement, moi, je valide complètement et j'ai milité pour qu'on le prenne et je suis heureux qu'on le prenne. Maintenant, j'espère juste ne pas revivre ce que j'ai vécu avec un Robert Griffin. C'est tout. Ancien Heisman aussi, Robert Griffin, pour le coup. Tout comme Mariota. En fait, vous avez pas mal de... Vous avez 2 Heisman Trophy dans la QB Room, hein, c'est sympa. Mais on le voit, hein, tu parlais de laisser du temps aux QB lorsqu'ils sont pris tôt, notamment Bryce Young qui a été pris numéro 1. On voit le temps d'adaptation qu'il y a besoin. Caleb Williams, on verra le temps d'adaptation dont il y a besoin. Joe Burrow, Kyler Murray, Baker Mayfield, même Lamar Jackson. Enfin, c'est que des joueurs il y a besoin d'un temps d'adaptation quoi qu'il arrive, même si c'était une autre époque. Voilà, c'est assez important. PA, je sais pas ce que t'en penses toi, parce que nous, de notre côté, on a dans notre équipe, on a Doug qui avait fait une petite tirade sur Jayden Daniels en disant que il était passé très très haut, en grande partie grâce à ses receveurs. Ce que tout le monde est loin d'être d'accord. C'était son avis. On pourra le ressortir quand Jayden Daniels fera une excellente saison et on a hâte d'ailleurs. Hein, on a bien clippé ça et on attend. Mais toi, vas-y Ryan, pardon. Non, juste sur ça, je voulais juste réagir. En fait, c'est pareil, c'est un oui et un non, dans le sens où, ouais, je pense qu'effectivement, Brian Thomas et Neighbors ont aidé Jayden à faire cette grosse saison. Mais je pense que l'inverse est tout aussi vrai. Au début de saison, il y avait beaucoup de monde qui voyait Neighbors à un niveau bien plus bas. Il y a des gens qui ne savaient même pas qui était Brian Thomas. Et pareil, j'avais beau militer pour ça. Les gens voulaient rien entendre. Donc pareil, je pense que ces 3 gars sont vraiment aidés à se tirer vers le haut les uns et les autres. Donc oui, je pense qu'il y a une part de vérité en disant que les receveurs ont aidé Jayden. Je pense que Jayden a aussi aidé les receveurs à partir là où ils sont partis et à leur donner autant d'exposition. Ouais, on parle de Neighbors qui est parti au pick numéro 6 aux Giants et de Brian Thomas qui est parti au pick 23 aux Jaguars. Donc beau capital de draft. Et du coup, toi, PA, qu'est-ce que tu penses de notre ami Jayden Daniels? Je vais pas mentir, je l'ai pas regardé jouer, j'ai vu des highlights, pas qu'il ne m'intéressait pas, mais du coup c'est mon amour et mon appétence pour les Patriots qui m'ont fait dire que de toute façon il ne serait pas disponible. Depuis assez longtemps dans la saison, on a su que Williams serait 1, que Daniels serait 2. Et du coup, le choix était plutôt sur le 3e qui allait choisir les Patriots. Donc en fait, je ne l'ai pas regardé. Par contre, je rejoins tout ce qui a été dit dans le sens où je suis un fan de football américain dans sa globalité. J'aime une équipe en particulier, mais j'adore le foot américain. Et ce que j'adore dans ce sport-là, c'est d'avoir du sang neuf, c'est d'avoir des nouveaux joueurs qui arrivent et d'avoir des nouveaux quarterbacks qui sont pris haut dans la draft. Moi, ça m'enjaille énormément. Voilà, j'ai hâte de la saison pour les voir sur le terrain. J'ai fait l'amour, Ryan, à un moment donné, quand tu as dit qu'à un moment donné,
que d'espérer qu'il soit sur le bon début et qu'il prenne la suite. J'ai fait la moue, mais parce que je regardais le calendrier, votre bye week, il est en semaine 14, et je trouve, ça m'embête dans le sens où c'est vrai que je suis assez d'accord. J'aime bien que des QB rookies soient sur le banc plusieurs matchs. Et si la bye week peut tomber sur la semaine 8, sur la semaine 9, généralement, c'est assez idéal pour lancer le QB rookie dans le grand bain si on sent qu'il est prêt. La semaine 14, ça voudra dire que s'il rentre, c'est avant la bye week. Je trouve ça un petit peu dommage. Mais j'ai hâte. Et effectivement, soit il fout le terrain et du coup, on va tous regarder, soit il passe une année sur le banc derrière Mariota pour apprendre, pour voir un petit peu ce que ça donne. Et puis, on verra en 2025. Mais voilà, de toute façon, les 5 QB qui... 6, 5, 1, 2, 3, 5, 6, 6. Les 6 QB qui ont été pris au premier tour, eh ben on verra. Et s'ils sont sur le terrain à un moment donné dans la saison, eh ben je regarderai les matchs parce que c'est ce qui fait la beauté du foot américain, ce qui fait la beauté de la NFL. Donc, ouais, juste hâte. Bon, maintenant, on verra aussi comment il est entouré. Ça, c'est autre chose. On va pouvoir parler de la suite parce que là on a fait une bonne partie sur le numéro 2, mais c'est le pick en général qu'on regarde, c'est le premier, encore plus quand c'est un QB. On peut maintenant parler de la suite. PA, je vais te lancer sur la suite. Est-ce que tu as un joueur lors de cette draft où tu es content qu'il soit arrivé chez vous, en plus du reste, ou un en particulier? Moi j'ai bien aimé Ben Sinnott. Alors pas tant sur le fait qu'il soit pris au deuxième tour, c'est peut-être un petit peu trop haut. Maintenant, la classe de tight end était attendue comme très faible. Donc, si le front office est tombé amoureux du joueur, pourquoi pas. J'ai regardé des highlights et des tapes de Sinnott. C'est une sacrée marmule. Hein. Il fait 113 kilos, un peu plus d'1m90, et il est extrêmement rapide pour son gabarit. Donc voilà, c'est un tight end qui sera pris uniquement sur le jeu de passe. J'ai vu aucune image de lui en train de bloquer. Donc c'est peut-être quelque chose qui sera amené à développer vu sa corpulence. Mais du coup, on en parlait, Zach Ertz, je suis totalement d'accord. Il est cramé depuis les Eagles quasiment en fait. Hein. Enfin, il n'y a plus rien à en tirer. Donc finalement, quand tu regardes le roster, il n'y avait pas d'autres tight end en fait. Pas de tight end titulaire NFL, si on peut dire, de calibre NFL. Donc pour le coup, voilà, il y avait un besoin, ils l'ont comblé au deuxième tour. C'est peut-être un peu haut. S'ils aimaient le joueur, pourquoi pas. Et de ce que j'en ai vu en tout cas, moi j'aime bien Sinnott. Donc bien de ce côté-là, en tout cas sur le deuxième round. Ryan, est-ce que tu partages cet avis ou est-ce que tu as un autre joueur que tu aimes bien? Est-ce que Sinnott c'est un peu haut? Alors pour moi, Sinnott c'est un petit peu haut, mais en fait comme il vient de l'expliquer, tout simplement dans une classe qui est pas non plus extrêmement fournie en termes de talent, ça me dérange pas forcément de monter un petit peu haut. J'aime beaucoup le profil de Sinnott. Après moi, pour l'avoir vu un petit peu plus et pour avoir vu un petit peu plus Kansas State jouer, je peux te confirmer qu'avec son physique un petit peu trapu, assez costaud, si c'est un bon bloqueur très agressif. Cool. Et je pense que ce qui a fait la diff sur le fait qu'on aille le chercher si haut, c'est parce que sur certaines phases de jeu, Sinnott était parfois aligné en tant que fullback. Et donc, de ce qui se dirait, c'est qu'on partirait potentiellement sur un développement à la Kyle Juszczyk, donc parfois en fullback, parfois aligné en tant que tight end, parfois aligné en double tight end, en débalancé avec un mec comme John Bates, qui est lui pour le coup un vrai tight end bloqueur. Donc, il serait à l'extérieur de John Bates avec donc un tight end bloqueur supplémentaire. Donc, il y a plein de choses qui se disent. Maintenant, info ou intox, on verra. Le développement du joueur, on verra. Moi, il y a d'autres noms en tant que tight end qui m'auraient plu peut-être un petit peu plus tard. Et c'est là où ça me dérange un petit peu plus. Mais en soi, je dis, allez, on part là-dessus. Tu me dis Ben Sinnott, bon, allez, pourquoi pas. Effectivement, on n'avait pas de tight end 1 clair, dégagé. Comme je vous ai dit, John Bates, c'est plutôt un tight end bloqueur. On a vu que parfois dans la saison, il avait des drops assez dégueulasses. On avait Cole Turner qu'on était allé chercher à Nevada il y a quelques années à la draft, 1 an ou 2 avant, je sais plus, que moi j'aimais beaucoup. Je trouve encore aujourd'hui que son potentiel n'a jamais été exploité ou même gratté un petit peu, mais qui lui pour le coup était une vraie menace plus aérienne, mais qui en termes de bloc était un petit peu plus dégueulasse. Maintenant, voilà, il n'a pas été drafté par ce régime, donc on peut l'entendre. Dan Quinn arrive, il décide qu'il n'y a personne qui vaut le coup en tant que tight end 1, il n'y a personne qui lui a sauté aux yeux. Il part sur Ben Sinnott, pourquoi pas? Moi, ouais, c'est un nom que j'aime bien. Maintenant, voilà, si tu me demandes, il y a des petits soucis, je trouve, sur certains noms, mais je trouve quand même que sur les 2 premiers tours, même si je ne suis pas forcément d'accord,
ça reste des joueurs talentueux. Jerzan Newton, pareil, c'est une vraie, un vrai joueur talentueux qui arrive en plus dans ton effectif. Mike Saint-Ristil de Michigan également. Maintenant, c'est surtout sur les profils et le fait que à cette position-là, je pense qu'on a déjà du monde et donc je serais allé chercher d'autres noms moi personnellement. Mais ouais, sur les 4 premiers noms draftés, en termes de valeur, j'ai pas trop de problèmes. Je suis plutôt OK. C'est plus sur les choix. Moi, j'aurais pas fait ces choix-là. Mais si tu veux, je peux rentrer un petit peu plus sur le détail. Tu me dis Oui, fonce. Pourquoi ça me plaît pas. C'est que bah voilà, Jerzan Newton, ça avait beau être un des 2-3 noms les plus en vue de la draft au poste de defensive tackle ou interior defensive lineman. Je comprends pas le pic. Quand tu as déjà un Jonathan Allen et un Daron Payne que tu joues sur une 40, tu as déjà en fait tes 2 postes de titulaire pris. Il y a quelques saisons, tu es parti justement chercher un mec comme Fidarian Mathis à Alabama qui s'est très rapidement blessé. Le fait d'aller le chercher lui, en plus du fait d'avoir prolongé Daron Payne, bah en gros, tu dis clairement que Fidarian Mathis, en gros, il peut aller se faire foutre, tu vois. Je comprends pas. Tu prends un mec comme Jerzan Newton si haut pour finalement qu'il reste bloqué derrière tes 2 titulaires. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tu es en train de pousser Jonathan Allen vers la sortie? Est-ce que tu vas essayer de chercher un trade avec Daron Payne? Mais je pense que sa valeur est plus aussi importante que l'année dernière parce que tu viens de lui faire signer un très très gros contrat. Donc, je comprends pas forcément le choix de Jerzan Newton alors que pourtant, c'est un joueur et un profil qui m'intéresse énormément. Mike Saint-Ristil, c'est exactement le même problème. Joueur que moi, j'adore énormément. C'est un vrai playmaker. Un très très gros leader dans cette défense de Michigan qui était une des meilleures du pays. La plupart du temps, quand il y avait un turnover ou un big play qui était fait en défense, Saint-Ristil était jamais loin du ballon. C'est un joueur que moi je trouve très intelligent. Maintenant, le problème de Saint-Ristil, c'est que c'est avant tout un slot cornerback ou un nickelback si vous préférez. Poste qui est déjà fourni à Washington puisque le choix de l'année dernière qui était Quan Martin, c'est exactement ce même profil. Donc en fait là, quid de Martin? Qu'est-ce qu'on va en faire? C'est un choix pareil de 2e ou 3e tour l'année dernière. Qu'est-ce que t'en fais? Là apparemment, ça parlerait de le replacer en tant que safety. Mais donc pareil, tu prends un joueur où techniquement, tu avais déjà un gars qui était plutôt bon et avec du potentiel et plutôt jeune. Est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu partir sur un autre profil, une autre position? Tu vois, on en parlait, la O-line. Pour moi, même si les additions à la free agency sont bonnes, tu avais énormément de talent. Là, pour le coup, sur la O-line, c'était une classe qui était extrêmement deep. Donc voilà, les joueurs me plaisent. Mais pourquoi tu viens faire doublon à certaines positions? Est-ce que tu étais vraiment obligé d'aller chercher ces joueurs-là? Est-ce qu'il n'y avait pas mieux à faire pour justement continuer de construire ton effectif, essayer d'amener Jayden Daniels dans de meilleures dispositions? Je pense que je vais vous laisser parler un petit peu de ces 2-3 noms-là avant de passer sur la suite de la draft. Mais en fait, je valide le premier choix. Puis, allez, je suis moyennement content de ce qui suit. Et en fait, derrière, c'est de pire en pire. Et en fait, on a fini par se vautrer lamentablement sur cette draft, selon moi. PA? Et Ryan, il m'a coupé l'herbe sous le pied, c'est exactement ce que j'allais dire. Après, Saint-Ristil, dans ma tête, il allait jouer corner extérieur. Juste pour ceux qui ne le connaissent pas ou qui ne connaissent pas ses mensurations, c'est 1m76, 82 kg. C'est là où je disais finalement que si tes scouts, ils sont pas bons, parce que l'année dernière, Emmanuel Forbes, il est peut-être un peu plus grand, mais pareil, il est fin. Et en fait, c'est des cornerbacks qui vont se faire bully par les receveurs adverses, vraiment, par des mecs massifs. Faut pas oublier que les Commanders, les 3 autres équipes qui sont dans la div, c'est les Eagles, AJ Brown, c'est les Cowboys avec CeeDee Lamb et c'est les Giants avec du coup Malik Nabers. À un moment donné, tu peux pas construire un corps de cornerback avec des mecs qui font 80 kilos tout mouillés. Enfin, en NFL moderne, c'est impossible. Maintenant, s'il est replacé dans le slot, pourquoi pas? Comme tu disais, j'avais moi aussi Martin en titulaire, donc du coup, je comprends pas et je comprends pas dans le sens où il y avait d'autres corners qui étaient dispo au moment du choix de Newton. Il y avait des corners qui allaient faire l'affaire forcément. Ils étaient prévus beaucoup plus haut que ce qu'ils ont été pris. Cooper DeJean notamment, qui du coup de toute façon peut faire les deux, qui pouvait jouer, en tout cas c'est ce qui est prévu aussi pour lui, qui peut jouer soit extérieur, soit dans le slot si t'es pas content de le mettre en extérieur. Et il y avait Kool-Aid McKinstry. Par là-dessus, je sais pas. Enfin, c'est ça que je comprends pas. C'est ça que je comprends pas dans ces choix-là. Ouais.
Et même pire, je vais te dire, c'est que un mec comme Cooper DeJean peut aussi potentiellement faire la transition au poste de safety. Donc en fait, en le prenant, tu t'assures d'avoir un titulaire, peu importe la position. Mais le pire, c'est qu'en ne le prenant pas, tu renforces les Eagles. Ouais. Et tu passes pour un con, comme l'année dernière avec le choix de Forbes, où en fait, tu as Christian Gonzalez qui est là et tu choisis d'aller prendre Forbes, et que Gonzalez commence ses premières semaines en éteignant des receveurs stars numéro 1, alors que toi, Forbes, il se fait littéralement écarteler de partout. Mais l'histoire, elle se répète. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et franchement, je suis même pas sûr que ce soit de la faute de nos scouts. En fait, tu vois, les scouts en NFL, finalement, n'ont de valeur ce que leur GM et leur coach en font. Oui. C'est-à-dire que les mecs te proposent une liste, ils te donnent des profils qui peuvent t'intéresser, mais finalement, les décisionnaires, c'est pas eux, tu vois. Donc, c'est pareil. Est-ce que c'est vraiment foncièrement nos scouts qui sont mauvais, ou est-ce que te donnent des bonnes infos, des bons scouting, mais que les mecs préfèrent juste, en fait, se torcher le cul avec, comme ça a été le cas l'année dernière avec Ron Rivera, où en fait le seul truc qu'il avait à la bouche c'est putain, Emmanuel Forbes, c'est une turnover machine. Bah ouais, là, regarde la gueule de ta turnover machine sur sa première année, tu vois. Enfin bref. Donc ouais, juste te couper par rapport à Cooper DeJean par rapport à ça, donc vas-y, je te laisse continuer. Si ça peut te rassurer, Forbes, son meilleur match était contre les Patriots qui ont choisi Gonzalez, donc tu vois finalement le karma, hein. C'est plutôt bien. Pareil, Newton, enfin de tout ce qui a été dit, c'est un super joueur. Maintenant, t'as un quarterback et quand t'as un nouveau quarterback, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est l'entourer, c'est le protéger. Enfin, à un moment donné, il faut arrêter de se croire plus intelligent que les autres. Et si les autres équipes elles font ça, c'est qu'il y a une bonne raison. Et arrête de te croire vraiment plus intelligent que les autres en disant oh non, moi je vais prendre un DT puisqu'on en a déjà 2 qui sont élites, donc c'est chouette d'en avoir un troisième. Mais à un moment donné, le pauvre Daniels, il va se retrouver ratatiné. Et je parlais tout à l'heure des edge, donc côté extérieur de la ligne défensive. Et bah regardez la ligne offensive, bah les 2 extérieurs, c'est horrible. Les 2 tackles, ils sont pas bons. Andrew Wiley, ça fait déjà plusieurs années qu'il était pas bon. Même ces dernières années chez les Chiefs, il était pas bon. Donc il a signé avec les Commanders. Bah c'était dans la droite lignée de ce qu'il est actuellement. Et tu le renforces pas. Et à un moment donné, tu l'as dit, t'as bu de l'eau, Alex, avant de dire le nombre de choix de draft. T'as un certain nombre de choix, essaye de monter dans la draft. À un moment donné, il y avait pas mal de offensive tackles qui sont partis en fin de premier tour. Monte. Et t'avais, je crois, 3 ou 4 choix dans le top 100, putain de merde. Ouais. Donc essaye de monter pour prendre un tackle un peu plus haut dans la draft, quitte à le surpayer parce qu'il va être sur un choix de premier tour avec l'option de 5e année, tout ce que tu veux, mais essaye d'entourer ton quarterback que tu viens de prendre à la draft. Je trouve ça extrêmement important. Et quand bien même tu montes pas, bah il y avait comme 2-3 noms qui étaient plutôt bons. En fin de 2e tour, il y avait notre ami Roger dont on avait parlé avec les Ravens. Il y en avait un autre dont j'ai oublié le nom. Je vais reprendre. Il y avait Blake Fisher qui peut jouer à droite. Donc, enfin, c'est cette incompréhension-là en fait qui m'agace avec les Commanders, et c'est pas tant que j'adore ou pas les Commanders, mais en fait, il y a des manières de construire une équipe. Toutes les équipes NFL essaient de construire comme ça, ou quasiment toutes, et je comprends pas pourquoi eux ne le font pas. Voilà, on a un nouveau quarterback, entoure-le, essaye de le mettre dans un fauteuil au maximum. Du coup, ils ont pris un joueur de ligne offensive, mais il est plutôt considéré comme guard, quoi. Et sauf que le poste de guard, il a été éclaté surtout. Il a été considéré pendant la free agency. Il y avait Cosmi qui a pour le coup plutôt fait une bonne saison l'année dernière, et tu as rajouté Allegretti. Donc pourquoi considérer le poste de guard qui, pour le coup, a été plutôt bien considéré pendant la free agency. Donc c'est tout ça. Après, les derniers joueurs, je les connais moins, donc je vais pas me permettre de donner mon avis là-dessus. De ce que j'ai vu de Luc McCaffrey, super, quoi. Il a un grand frère qui est bon, voilà. Je sais pas ce qu'il va apporter aux Commanders, mais en fait, je suis juste hyper déçu parce que pour le coup, voilà, la free agency, il y a eu des choses intéressantes. Il y a eu, comme je l'ai dit, l'offensive line qui a été considérée. Je pensais qu'avec la draft, ils allaient continuer dans ce sens-là et puis renforcer aussi le poste de corner avec un vrai corner, soit 1, soit 2, selon comment tu considères Forbes. Et ils ont fait ni l'un ni l'autre et je trouve ça extrêmement dommage. Donc, voilà, ils ont fait un super choix avec Jaden Daniels. Et puis derrière, déception après déception. Et comme l'a dit Ryan, tu as 4 choix dans les 50 premiers picks. Enfin, quasiment, parce que Synod, c'est 53. Enfin, c'est des joueurs qui doivent être titulaires d'office et d'impact. Je considère ça comme ça. Et pour le coup, quand tu regardes, Newton, il va être remplaçant parce qu'il y a les 2 DT qui sont titulaires et qui vont pas bouger. C'est une restille à voir sur quel poste il va être mis. Donc,
Je suis déçu pour les Commanders, pour l'équipe et pour les supporters, parce qu'il y avait vraiment mieux à faire avec le nombre de choix de draft. Et je pense que tu peux sortir de la draft et déçu et blasé de ton équipe et des choix. Moi, je vais juste essayer de nuancer un peu le propos par rapport à Newton, où je me dis que peut-être Dan Quinn va revenir à un front 3, où là, Ok. du coup, son utilisation et sa sélection serait du coup un très très bon choix, parce que tu te retrouverais quand même avec un front avec Jonathan Allen, avec Jarzan Newton, avec Daron Payne. Ça viendrait un petit peu aider le fait que t'aies pas des edges extraordinaires, tu vois. Et c'est, je trouve, il y a pas mal d'équipes qui jouent comme ça maintenant, avec vraiment 3 D-line et un spécialiste edge qui vient descendre sur la ligne, et avec 2 vrais linebackers. Donc j'attends de voir, tu vois, c'est pour nuancer un petit peu le propos. Si tu joues une nickel, effectivement, cette sélection, elle aura un petit peu plus de sens. Mais sinon, je suis complètement d'accord avec toi. Et tu vois, Brandon Coleman, pareil, j'ai rien contre le jeune, et franchement, j'espère qu'il me fasse mentir et que le mec, ce soit un All-Pro. Mais putain, je m'en suis tapé de la tape de O-line, et je me suis tapé les siennes, et putain, il est dégueulasse. C'est-à-dire que même si tu veux aller chercher un mec à l'intérieur, t'avais mieux à aller chercher. McCaffrey, pareil, j'ai pas trop envie de lui casser de sucre sur le dos, parce que finalement, ce qu'il a montré en college football cette année, c'était quand même hyper prometteur. Le mec, c'est un ancien QB de base, qui a fait la transition. Il a un très beau profil athlétique, mais voilà, il est encore très brut, il est encore très raw. Il y a beaucoup de choses à apprendre chez lui, donc ça serait plutôt en slot receveur. Mais voilà, il a énormément de choses à apprendre. Ensuite, tu vas chercher qui? Tu vas chercher un Jordan McGee, c'est pareil. C'est le mec qui est extrêmement brut. J'ai vu certains matchs de Temple où le mec était aux fraises complet. Il était catastrophique, le mec. Dominic Hampton, c'est clairement un pari, parce que le mec, c'est un profil athlétique extraordinaire, mais est-ce qu'il va jouer free? Est-ce qu'il jouera strong? Est-ce qu'il va jouer en équipe spéciale? Est-ce qu'il aura même de quoi aller titiller une rotation? Je sais même pas, tu vois. Donc, voilà quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est en fait vraiment, c'est comme d'abord, tu ressors de la draft, t'es un peu dépité, t'es fatigué, t'en as marre de voir que ton équipe, elle essaye de se croire plus intelligente qu'elle ne l'est. Putain, va chercher des joueurs qui sont bons, qui ont performé, qui sont attendus plus haut par tout le monde. Tu ne seras pas plus intelligent parce que tu vas aller trouver une pépite sur 24 choix de merde, en fait, tu vois. Au bout d'un moment, t'es dans une reconstruction, va chercher des pics safe, reconstruis une bonne base, et tes paris, tu pourras les faire plus tard. Tes paris athlétiques, va les faire plus tard quand ton équipe, elle est bonne. Tu vois, mais... Du coup, moi, Ryan, j'ai une petite question pour toi. Ouais, dis-moi. Avec le pic 36, puis 50, puis 53, tu serais parti vers quoi? Est-ce que tu as une idée un peu t'as peut-être pas tous les choix en tête de ce qui était pas encore sorti, mais tu serais allé plus vers peut-être quel poste? Bon, après le 36, tu as peut-être une idée précise, et voilà. Donc, Moi, j'avais une ligne directrice qui était claire, nette et précise. Sur les 3 premiers choix, je voulais 2 offensive tackles, ou en tout cas 2 O-line avec un offensive tackle. Et avec le 4e, je serais parti sur un linebacker. Maintenant, la free agency a changé un petit peu les plans, tu vois, en allant chercher Louvou et Bobby Wagner. Effectivement, je me dis que c'est plus un need aussi important. Tu peux te permettre d'aller chercher un petit peu plus bas. Donc à ce moment-là, j'aurais peut-être bifurqué sur des DB. Ça aurait peut-être changé un petit peu l'ordre, tu vois, de la draft. Mais en fait, je serais quand même parti sur mon premier choix, QB. Mon deuxième choix, offensive tackle. Peu importe, je m'en tape, même si c'est un mec qui est un peu moins bon, ou que je voyais peut-être en tant que talent de 3e tour. Fuck, je vais le chercher au 2e. S'il faut, je reach comme un cochon, mais en fait, je veux cet offensive tackle que je peux former, et avec du potentiel. Et il y en avait encore. On a parlé justement de gars comme, tu vois, Roger Rosengarten, mais mon gars, c'est un cadeau tombé du ciel qui tombe droit dans la bouche, en fait. Prends-le. Lui, il tombe plusieurs fois en plus. Hein. Lui, t'as 3 choix où tu le laisses passer. T'aurais pu même monter pour aller le récupérer. Et c'est pour ça, tu vois. Donc moi, j'aurais été intransigeant avec ça. C'était QB, offensive tackle. Avec les linebackers qui sont tombés, du coup, tu te dis à ce moment-là, avec la valeur que ton 3e choix il a, va chercher peut-être un corner, va chercher un DB. S'il faut, fais-toi un package avec ton 3e et 4e choix pour monter un petit peu, aller chercher un corner qui te plaît encore. Mais non.
mais non, et aujourd'hui, bah, on se retrouve avec ça et on fera avec, hein, mais comme j'ai dit, hein, moi j'espère, j'ai qu'une attente, c'est que ces mecs-là me fassent mentir et me fassent ravaler ma salive dans quelques mois, mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr de ça. Va falloir qu'ils se réveillent pour te faire ravaler ta salive, quoi. J'espère en tout cas. Eh ben écoute, on va pouvoir tranquillement aller bifurquer vers la saison 2024 cette fois-ci, mais avant ça, une petite question, je vais commencer par PA. Est-ce que tu trouves que les besoins... Alors, on pense qu'on a une petite réponse déjà à ça, hein, au vu de la discussion, mais est-ce que les différents besoins de cette intersaison de manière globale ont été comblés à la fois par la free agency et la draft au cumulé? Pas en totalité, il y a des choses qui ont été considérées, mais il y a des manques qu'on avait pu voir sur l'année dernière qui sont encore présents cette année. Après, voilà, c'est les équipes aussi de fond de tableau ou de fond de classement, tu sais qu'elles ne peuvent pas se reconstruire sur une année. Donc voilà, c'est une vision à moyen terme qu'il va falloir avoir. C'est un nouveau coaching staff. Donc laissons-les travailler. On verra ce que ça va donner. Mais il y a eu des choses qui ont été considérées, comme a dit Ryan, le poste de linebacker. On verra ce que ça va donner. Mais en tout cas, c'était considéré. La ligne offensive intérieure a été considérée. Le poste de QB, évidemment. Voilà, on verra l'année prochaine. Et puis, il y aura une nouvelle free agency et puis une nouvelle draft. Mais laissons les joueurs là déjà sur le terrain pour voir ce que ça donne, voir les rookies ou les joueurs sophomores, voilà, les jeunes joueurs, voir s'ils arrivent à se développer. Parce que Dan Quinn est plutôt bon pour faire développer les jeunes, malgré tout, les joueurs en défense. Mais on verra. Mais non, à l'heure actuelle, ça n'a pas totalement été considéré. Il y a des éléments qui ont été considérés, mais je trouve qu'il y a encore beaucoup de trous. Et puis du coup, on verra sur comment dire, l'année 2024, mais je suis pas extrêmement positif là-dessus pour l'instant. Ryan? Je suis à peu près sur la même ligne directrice. J'attends de voir en fait cette année de transition et de reconstruction. J'espère juste voir en fait autre chose. Déjà de la défense. Ça, je pense que je m'en fais pas trop. Je pense qu'on va avoir une défense extrêmement agressive avec Dan Quinn. Déjà juste ça va être un grand bol d'air frais, je pense, pour moi. Mais par contre, un truc où pareil, on n'en a pas forcément parlé, mais c'est l'arrivée de Cliff Kingsbury en tant qu'offensive coordinateur. Et ça, pour le coup, ça me terrifie à un point, les gars, vous savez même pas. Je suis terrifié. On peut imaginer. Je suis vraiment terrifié de ce que je vais voir. C'est-à-dire que là, effectivement, on parle de Jayden Daniels, d'Austin Eckler, de Terry McLaurin. Tu te dis qu'il y a moyen de voir des choses sympas, mais quand tu vois ce qu'il a fait aux Cards, quand tu vois ce qu'il a apporté, donc moi pareil, vu que je regarde beaucoup de college football à USC cette année, c'est dur les gars, c'est dur. Moi, franchement, c'est dur. Je suis terrifié. Je pense que notre offense peut potentiellement être dégueulasse, mais genre vraiment horrible. Donc j'attends de voir là plus que le bilan comptable à la fin de l'année. J'espère avoir des révélations à 2-3 postes, avoir des vrais, encore une fois, une idée claire de ce dont on aura besoin pour continuer cette reconstruction l'année prochaine. Si on peut aller choper 6 wins, 6 victoires sur l'année, ça serait cool. Mais vraiment, où est-ce que je veux voir, c'est un petit peu plus de changement d'intensité et du kiff aussi, de se poser devant les matchs et de te dire, même si tu perds à la fin, putain, on est resté dans le match, on a vu des belles choses. Oh putain, j'ai vu 2-3 actions de Daniels. Putain, c'était lourd, tu vois. Genre, kiffer devant les matchs un petit peu, avoir des raisons d'espérer, plus que le bilan comptable. Et je pense comme vous que malgré ce qu'on en dit, la saison risque d'être encore très compliquée. Donc je me dis que placer la barre à 6 victoires, je serais content. On va pouvoir voir le calendrier. Juste avant ça, un petit mot sur Cliff Kingsbury. On a fait l'épisode sur les Cardinals qui est sorti le jour où on enregistre cet épisode. Un des premiers trucs dont on a parlé, c'est le changement de tout côté Cardinals cette saison. Lorsque c'est Jonathan Gannon qui signe du côté des Cardinals, avec Jérôme, on était là en mode oula, c'est le defensive coordinator des Eagles qui vient de se faire torcher, certes par les Chiefs, mais qui n'avait pas trop su trouver. On avait l'impression de réponse face à des plays qui étaient similaires, juste mis en miroir, notamment au Super Bowl, qui avait fait parler beaucoup. Et on se dit, est-ce que c'est un vrai leader? Est-ce que le mec, pas trop d'expérience, il se retrouve avec une top, il était top avec l'équipe des Eagles défensivement, il va se retrouver dans ce marasme des Cardinals, et au final c'était une des équipes
faibles, les plus sympas à voir jouer. Et comme quoi, il y a du potentiel dans cette équipe d'Arizona. Et Cliff Kingsbury, à part faire la draft depuis son manoir, il n'y a pas trop de bons moments qui étaient cool dans sa tenure du côté des Cardinals. Donc voilà. Côté calendrier. Vraiment, ouais, c'est terrifiant. Et je vous dis, la différence d'année cette année avec Caleb Williams à USC et l'année dernière où il est Iceman justement avec USC. Moi, le quarterback gourou des chiottes, ça va 2 minutes. Vraiment, j'ai peur. J'ai très peur. Je vous le dis, les gars. De toute façon, il va bien se retrouver parce que USC, la ligne offensive n'était pas très très bonne cette année, donc Ouais. Enfin, il était quand même là pour encadrer Caleb, et quand tu vois encore les problèmes de lecture qu'il pouvait avoir et ses prises de décision assez cata, moi, je vous dis franchement, c'est l'une des grosses interrogations. Lui et le fait qu'on soit allé chercher le coach O-line des Giants, c'est-à-dire que tu récupères une des 2 pires O-line de la ligue l'année dernière et tu vas chercher le coach de l'autre pire O-line. Mais vraiment, il y a 2-3 choix qui me font vraiment me gratter la tête et je me pose des vraies questions. T'aurais pu prendre le coach O-line des Panthers. Mais ça aurait pas été pire, en fait, c'est ça le truc, c'est que vraiment le coach O-line des Giants, mais c'est une catastrophada. Le mec, il a encore un emploi et forcément, faut que ce soit nous qui allions le récupérer. C'est fatigant parfois. Calendrier, Ryan, t'as parlé de 6 victoires. Je vais rappeler rapidement le calendrier. C'est Buccaneers, Giants, Bengals, Cardinals, Browns, Ravens, Panthers, Bears, Giants, Steelers, Eagles, Cowboys, Tennessee, donc Titans, bye week qui va faire du bien après c'est long, c'est beaucoup de matchs, et on termine avec 4 matchs contre les Saints, les Eagles, les Falcons et les Cowboys. 6 victoires, ça me paraît raisonnable, on va dire. PA, toi t'en penses quoi? Comme j'ai dit, j'arrive pas du tout à me prononcer en fait. Je sais plus, il y a une émission où j'ai dit que j'arrivais pas à me prononcer entre 5 victoires et 10 victoires. Là, pour les Commanders, c'est que j'arrive pas à me prononcer du tout sur le nombre de victoires. Mais je les vois pas du tout à 10 victoires, évidemment, mais je sais pas combien ils peuvent en prendre. C'est surtout ça mon interrogation. Il y a des bons joueurs sur le papier. J'ai été assez négatif là-dessus, mais en fait, c'est juste que j'ai hyper peur sur les faiblesses que l'équipe peut avoir. Le calendrier, il est vraiment, vraiment pas simple. Alors, du coup, il y aura des matchs contre des équipes aussi qui n'ont pas été très bonnes en 2023. Donc, on verra. Il y aura la double confrontation contre les Giants, il y aura Carolina, il y aura Chicago. Donc, on verra. Arizona. Mais, franchement, s'ils finissent avec 4 victoires, je tomberai pas de ma chaise et je serais pas étonné non plus. En fait, s'ils finissent avec le même bilan que cette année, je trouverais ça presque bien, en fait, par rapport à toutes les faiblesses qu'on a pu donner. Donc, j'ai un peu peur pour les Commanders cette année, je l'avoue. Je les vois bien encore très très haut au choix de draft l'année prochaine, malheureusement. Quelque chose à rajouter sur cet épisode, Ryan? Non. Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. Après, je pense que dans tous les cas, on va se retrouver avec un choix de draft assez haut, ce qui va aider encore un peu plus à la reconstruction. Mais comme je vous dis, c'est un changement d'attitude, un changement de culture. J'ai très peur que Dan Quinn, en fait, nous fasse une Ron Rivera réchauffée. C'était vraiment pas le choix que je voulais. Comme je vous dis, j'ai 2-3 interrogations vraiment pointilleuses sur certains coachs. Donc ouais, je pense que l'effectif s'est quand même renforcé au global. Mais à côté de ça, le coaching staff me rassure pas pour autant. On l'a dit, le calendrier est pas simple. Dans le calendrier, tu as des équipes que tu aurais pu cocher comme victoire automatique l'an dernier. Ça ne sera pas forcément le cas cette année. On a les Falcons où, pareil, il y a un changement d'identité qui est complet. Les Panthers également. Tu vois, même ces équipes que tu aurais pu cocher comme victoire automatique l'année dernière, et encore victoire automatique, hein, avec toutes les peines du monde contre Arthur Smith et sa bouillie dégueulasse, là. Mais donc voilà, là, cette année, c'est plus forcément le cas, donc des vraies interrogations. Et moi, pareil, je tomberai pas de ma chaise si tu me dis vous allez refaire une saison à 4 wins, quoi. Mais j'espère juste voir un changement d'envie, d'intensité, d'identité, un petit peu. Même à 4 wins, si t'as ça, je serais quand même satisfait de l'année, tu vois. Tu serais plus content avec les 4 wins des Cardinals de l'an dernier, en fait. Ouais, clairement, parce que pareil, les Cards, on les a joués en tout début de saison, et ce que j'ai vu, c'est exactement ce que j'attends un petit peu cette année, tu vois, venant d'un head coach corps de dev, c'est que tu as vu la défense des Cardinals avec peu de stars sur la feuille de match, avoir une défense extrêmement agressive, extrêmement impliquée, ça jouait tous les jeux à fond,
offensivement, ils ont pas été pires alors que ils avaient pas Kyler Murray toute la saison. Donc les mecs avec un QB2, ils ont quand même montré des choses. Un jeu au sol, pareil, extrêmement agressif. Une O-line dans les tranchées, ça se bagarrait dans tous les sens. Donc ouais, franchement, en termes d'identité d'équipe et de fait de se poser devant des matchs et avoir des défaites crève-cœur parce que tu y croyais justement vu que tes mecs se battaient sur le terrain. Donc ouais, t'es déçu, mais la semaine d'après, le match revient et tu te reposes devant parce que tu veux voir cette équipe de guerriers, tu veux voir ce qu'elle te montre. C'était pas le cas, nous, l'année dernière, avec Ron Rivera, toujours dans la même position, toujours avec sa même gueule, toujours avec les mêmes excuses. C'est bon, en fait. C'est bon, c'est ça, je peux plus. Ça, j'avais l'impression qu'il allait jamais partir, Ron Rivera. Je pouvais plus, sa tronche, juste sa tête là, toujours la même tête, toujours les mêmes expressions faciales, l'autre un zombie, je pouvais plus, franchement je te dis, je pouvais plus, il me sortait par les trous de nez le mec. Moi j'avais du mal parce que tu vois les mecs comme Belichick, Carroll, etc., au moins ils ont gagné. Tu te dis, ça reste, pourquoi pas. Rivera c'est compliqué quoi, le mec a eu une année, une année exceptionnelle et il est porté par Cam Newton le mec. C'est ça, et c'est un coach défensif qui a été porté par un QB double menace, et t'attends au final de drafter le QB double menace pour le virer. C'est bon. Ouais, enfin à ceci près qu'à l'époque, la défense des Panthers portée par Luke Kuechly était extraordinaire. Ouais, mais t'avais Luke Kuechly, alors que chez nous, la défense était portée par et elle faisait peur à nous les supporters. et voilà. C'est un très bon résumé. Ryan, je veux te remercier pour cet épisode. C'était très cool qu'on parle ensemble. Ça fait très plaisir. Ouais, écoute, merci de m'avoir invité, les gars. C'était cool. Ça fait grand plaisir. Et puis, on espère te retrouver au cours de la saison, peut-être, pour d'autres projets. Pas de soucis. Moi, comme je te dis, si j'arrive à me trouver un petit trou entre le taf et le boulot à TTP, quoique en ce moment, c'est un petit peu compliqué, ça aussi. Mais bon, ça n'a rien à voir avec vous, mais voilà, donc on verra, pourquoi pas. Si j'arrive à trouver un trou dans mon emploi du temps de ministre, là, ce sera avec plaisir, les gars. Eh ben, on se note ça. PA, merci également d'avoir fait l'épisode avec nous. Très cool. Ouais, merci, c'était cool. Et puis, de toute façon, on réinvitera Ryan quand les Commanders seront à 5-0 au début de la saison et on fera tous notre mea culpa en disant « Ah, on n'avait pas vu le génie Dan Quinn et Cliff Kingsbury. L'équipe tourne à 40 points de moyenne, c'est incroyable. » Je rigole si ça arrive, mais la mauvaise foi la plus complète, il n'y aura qu'une chose, ce serait Jayden Daniels, le renouveau. ce serait Marcus Mariota. Hein. Ouais, Mariota MVP. Ah, mais pourquoi pas, moi pareil. Hein. Au bout d'un moment, si Jayden, je l'aime d'amour, hein, mais bon, si t'arrives pas à sauter un Mariota qui est vraiment extraordinaire, tant pis. Hein. Let's roll with Mariota, tu vois, au bout d'un moment, ça reste aussi une compète. Et Dieu sait que j'aime Jayden, mais bon. On peut retrouver Ryan du coup France LSU sur Twitter si vous avez envie de suivre l'actualité du nouveau Jaden McDaniels. Vous avez un bon QB dans votre effectif là pour la saison 2024-5 à LSU, tu veux dire? Ouais. Écoute, ouais, moi je mets beaucoup d'espoir sur Garrett Nussmeier. C'est un jeune quarterback, un profil qui a absolument rien à voir avec Jayden Daniels. Lui, c'est plutôt un espèce de pistolero, tu vois. Je pense qu'on va avoir potentiellement beaucoup de turnover, mais vraiment c'est une des motions de lancer, une des releases de lancer qui est extrêmement belle à voir. Donc énormément d'espoir en lui. Ça fait déjà plusieurs années que je pousse derrière lui après l'avoir vu sur un spring game. Il va avoir sa chance maintenant, à lui de prouver quoi. Mais donc soyez pas étonnés s'il fait une énorme saison. Et donc de revoir un QB de LSU partir tôt à la draft, donc soit à la fin de cette année, soit à la fin de l'année prochaine. On verra, mais un profil extrêmement différent dans tous les cas. Très bien. Écoutez, et puis si vous avez envie d'avoir d'autres analyses de scouting en anglais ou en français, vous pouvez suivre Ryan aussi également à Ryan Scout, Ryan un seul N, un E, et Scout ensuite sur Twitter, n'hésitez pas, et Scout Valentin aussi pour la pub pour tout le monde. De toute manière, si vous suivez Ryan, vous suivrez Valentin aussi d'une certaine manière. Donc, exactement. Voilà, merci à toi, merci à PA. On se retrouvera dans 2 jours pour parler des Jaguars. On va parler des Jaguars avec Anto cette fois-ci. N'hésitez pas à nous suivre partout, le front office, Twitter, Insta, Twitch. Et si vous voulez voir nos têtes sur YouTube pour voir la magnifique casquette des Redskins de Ryan, c'est voilà. Oh là, attention, on te fait pas cancel là. C'est le logo des Redskins, c'est pour ça. C'est un mot interdit ça. C'est vrai. Moi je vois ce qu'il y a derrière. Hein. C'est extraordinaire.
Mais très beau logo, mais on n'a pas le droit de le dire, donc. Donc voilà, on parlera des Jaguars. Et d'ici là, je vous souhaite à tous une bonne journée, bonne fin de journée, bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous écoutez l'épisode. Et vive le football.